Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables de la santé mentale qui vont intervenir tout à l'heure et que va présenter Iris Berthomier, qui est conseillère déléguée à la santé notamment et qui a nous a particulièrement aidé pour la préparation de ce SICA spécifique sur cette question de la santé mentale qui, vous le savez, a été érigée en grande cause nationale par Michel Barnier et puis repris également à son compte par François Bayrou, l'actuel Premier ministre. Et d'ailleurs, hier soir, je n'allais pas dire par le plus grand des hasards, mais effectivement, le Premier ministre a effectué une visite dans le 6e arrondissement au centre universitaire Mazet, qui se trouve rue Mazet, une petite rue située entre la rue Saint-André-des-Arts et la rue Dauphine, où se trouve une résidence universitaire qui a été rénovée il y a 2 ans, constituée d'un restaurant, de logements destinés aux étudiants, et dans lequel a été implantée il y a environ 2 ans, en liaison avec l'université PSL, une Nightline, l'association Nightline, qui est une association d'étudiants présente d'ailleurs dans 6 centres universitaires, Lille, Lyon, Paris, Montpellier, je crois, et qui a comme tâche justement de répondre téléphoniquement à tous ceux et celles, parmi les jeunes, et notamment les étudiants, sont en difficulté, sont en dépression, connaissent des troubles psychiques plus ou moins élevés et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement, d'un réconfort, etc., etc. C'était très intéressant. Alors il se trouve que j'avais déjà visité le centre lorsqu'il avait été inauguré par le directeur du Crous, mais là c'était intéressant effectivement de réévoquer ces problèmes. Parallèlement, il y avait aussi des jeunes du service civique qui avaient été mobilisés et ça nous a permis d'avoir effectivement, des entretiens particulièrement forts sur ce sujet. Donc, je voulais le signaler. C'est situé dans le 6e arrondissement. C'est pas limité et c'est pas uniquement dédié aux étudiants présents dans le 6e arrondissement, mais il se trouve que c'est quelque chose de très fort. Et c'est d'ailleurs également un endroit et une association où certains peuvent également s'investir, notamment, et on a eu le témoignage d'ailleurs d'une jeune fille c'était tout à fait poignant, qui avait été en très très grande difficulté personnelle en raison de son parcours, qui a mis des mois et des mois et des mois à arriver à contacter ces bénévoles, qui d'ailleurs raccrochaient à chaque fois qu'elle avait quelqu'un au téléphone. Elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle n'arrivait pas à faire part de son mal-être. Et finalement, ils ont réussi à la prendre en charge et elle est devenue maintenant bénévole. Elle est devenue bénévole, super active, etc. Et ils ont bien sûr aussi un accompagnement eux-mêmes. Parce que quand même si on a pris goût, si je puis dire, à ce bénévolat, c'est un bénévolat qui est lourd. C'est un bénévolat qui est lourd. Parce que quand on joue le rôle, on écoute ces personnes parler de leur mal-être, ça peut vous impacter. Donc ils ont la capacité aussi de se faire accompagner pour ensuite mieux rebondir et puis continuer leurs études ou continuer leurs activités professionnelles. Donc je voulais le signaler. C'est bien sûr quelquefois des dispositifs qui sont pas assez connus, mais je voulais le signaler. La deuxième chose que je voulais également signaler, c'est la réouverture prochaine du centre de crise situé rue Garancière, qui est un centre de crise qui avait été créé par le docteur Amado, Ginette Amado, que certains d'entre vous connaissent bien, qui a été rénové et qui avait été réinauguré par votre serviteur et par le président Larcher dans la décennie 2010, entre 2010 et 2020, je crois que c'était en 2016-2017, et qui a été malheureusement, si je puis dire, covidé, c'est-à-dire fermé, pour cause de travaux, puisque le Sénat ayant refait ces 2 grands immeubles de la rue de Vaugirard, le second immeuble a connu quasiment 5 années de fermeture et de travaux, ce qui a impacté la crèche Guérancière qui a rouvert au mois de septembre, et le gymnase Guérancière qui va rouvrir à la fin du mois d'avril, parallèlement au centre de crise, puisqu'en réalité, vous avez une entrée commune
au gymnase et au centre de crise. Le centre de crise, c'est à droite et le gymnase, c'est à gauche. Si vous rentrez dans le gymnase et que vous allez au centre de crise, on peut vous rediriger sur le centre de crise ou inversement. Donc, il va rouvrir. Il est géré il dépend du GHU Sainte-Anne, et j'ai reçu récemment le directeur général, Monsieur Couillard du GHU, ainsi que le docteur Brisac, qui succède à son prédécesseur dont j'ai oublié le nom, mais qui effectivement réfléchit avec ses équipes à la façon de regérer ce centre, qui reste, et je l'ai répété au docteur Couillard, qui est destiné principalement à la population locale, c'est-à-dire à la population des 5e et des 6e arrondissements. Et d'ailleurs, avoir un centre de crise de proximité dans un arrondissement, je dirais dans une commune, c'est quelque chose de très fort. Vous avez actuellement des articles qui sont parus dans la presse et qui mettent qui attirent bien l'attention de tout le monde sur l'intérêt de ces petites structures. Ces petites structures qui s'attachent à des personnes et à des pathologies relativement légères, mais qui sont importantes. Si on peut les prendre et si on peut remettre en confiance tout de suite quelqu'un dans ces centres de crise, ça évite d'aller ailleurs, ça évite d'aller à Sainte-Anne, dans le 14. J'ai rien contre le 14e arrondissement, j'y suis né. Hein, mais voilà, si on a des centres de crise qui sont répartis dans l'ensemble de la capitale, c'est très bien. La proximité est tout à fait importante. Et d'ailleurs, je dois le dire, on a ces dernières années échappé à un projet qui était un mauvais projet, qui consistait à concentrer sur les quais de Seine du 15e arrondissement l'ensemble des services d'accompagnement pour le 5e, 6e, 7e et 15e arrondissement, quasiment 400 000 personnes qui seraient retrouvées dans un centre, certes moderne, mais qui était déjà un gros centre. Il faut des petits centres de proximité. Donc ça va rester effectivement ceci, mais c'est vrai que comme dans le 6e et dans le 5e, il y a beaucoup d'étudiants. En réalité, quand vous regardez la population des 5e et des 6e, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs étudier un peu partout de France, et puis bon, il y a des gens, il y a des seniors, et puis il y a aussi des actifs. Bon, alors les seniors ont été étudiants aussi, mais les seniors sont aussi une population à prendre en compte, comme d'ailleurs l'ensemble des catégories d'âge. Voilà ce que je voulais dire en préambule, mais j'ai déjà trop parlé, donc je donne tout de suite la parole à Iris Berthommier. Merci Monsieur le maire, et merci d'avoir fait en sorte que la question de la santé mentale soit abordée dans ce SICA qui nous rassemble aujourd'hui, parce que effectivement ça a été déclaré grande cause nationale. Donc c'est quelque chose qui a été mis en avant par Michel Barnier dès son discours de politique générale il y a environ 6 mois. Il a bien expliqué et rappelé les chiffres. Donc c'est 1 Français sur 5 qui est concerné par des problématiques de santé mentale. Ravi également de constater que ça a été conservé comme sujet au passage à François Bayrou, qui est maintenant notre Premier ministre. Et donc, pour vous décliner un petit peu en quoi ça consiste, il y a 4 axes dans ce projet national. Le premier, c'est la déstigmatisation. Le second, c'est le développement de la prévention et le repérage précoce des problématiques de santé mentale. Le troisième, c'est l'amélioration de l'accès aux soins partout sur le territoire et de manière globale. C'est un accès aux soins général, et ça sera notamment matérialisé par des maisons des adolescents qui seront créées. Et puis, 4e axe, c'est l'accompagnement global des personnes concernées, puisque évidemment, la santé va de pair avec l'accompagnement social, notamment l'accès au logement, à un emploi et à une vie confortable. Donc, comment se déroule un plan national, une feuille de route? Chaque ministère doit se saisir de ce sujet, et le ministère de la Santé coordonne chaque action de chaque ministère. Donc c'est pas seulement déclaratif de dire que la santé mentale est prioritaire en France en 2025, ça se décline par des actions, et c'est décliné aussi à l'échelle la plus locale, donc l'échelle qui nous concerne, celle de l'arrondissement aujourd'hui, celle aussi de la ville de Paris, je le dirai tout à l'heure.
Mais voilà, donc c'est du national au local, c'est un sujet qui nous préoccupe. L'idée derrière tout ça, c'est d'œuvrer pour une bonne santé globale, un état de bien-être, dit l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'on peut s'interroger sur le périmètre, la définition de la santé mentale. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé le définit comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc cet état de santé global et donc avec l'aspect de la santé mentale en première ligne dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui interroge même sur le plan philosophique. L'idée, c'est de s'interroger, de savoir comment une société peut-elle aller bien si les gens vont mal, et comment faire en sorte que les gens aillent mieux pour que la société se porte mieux. Donc je ne sais pas si on aura toutes les réponses ce soir avec le panel d'intervenants qu'on a réunis, mais il y a des chiffres qui sont plutôt encourageants, je dois dire, puisque on se définissait il y a encore 10 ans comme les champions de la consommation d'antidépresseurs en France. Bon, voilà, un palmarès dont on n'était pas spécialement fiers. Et depuis une dizaine d'années, tout ceci a décru. Aujourd'hui, on est dans la moyenne des pays de l'OCDE sur la consommation d'antidépresseurs. Donc c'est 58 personnes qui consomment des antidépresseurs par jour pour 1000 habitants. Et pour vous donner une référence, un petit peu un ordre d'idée, le pays où on en consomme le plus, c'est 157 par jour. Et c'est en Islande, donc c'est quand même 100 de plus. Donc bon, voilà, on a un petit peu d'espoir en France à ce niveau-là. Je vais tout d'abord vous proposer de vous présenter nos intervenants et simplement pour conclure mon propos sur la santé mentale, c'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même en dire un mot parce que il y a des choses nouvelles qui émergent, qui sont très intéressantes pour la progression de ce sujet. Je voulais parler des neurosciences, puisqu'on a beaucoup de recherches qui sont menées concernant les neurosciences. Ce sont des recherches scientifiques qui concernent le système nerveux et voilà la façon dont ça régule les émotions, etc. Tout ça, c'est des choses qui pourront être valorisées par la suite. Et le rôle de l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera dit ce soir là-dessus, parce qu'en fait, il y a des nouvelles, voilà, des innovations qui arrivent sur un soutien psychologique qui sera apporté par l'intelligence artificielle. Donc, j'ouvre un petit peu ces portes en introduction, mais évidemment, on va se concentrer sur le 6e arrondissement et sur nos actions locales également. Donc je voulais vous présenter Madame Catherine Ambersin qui vient intervenir de la part de l'ORS. Donc l'ORS, c'est un établissement public qui produit des données sur la santé et donc ça va nous permettre un petit peu de comprendre de quoi on parle, quels sont les chiffres, comment on se situe. Bon, ça sera essentiellement à l'échelle de l'Île-de-France, mais aussi celle de Paris et puis plus locale. Donc voilà, donc Madame, je vous remercie beaucoup de votre présence. Ensuite, on aura Madame Bouchot, qui est juste à ma droite. Donc Madame Bouchot qui est à la M2A. La M2A, c'est la maison des aînés et des aidants, donc un focus sur les personnes âgées de l'arrondissement et leurs aidants, puisque le rôle des aidants est évidemment très important. Donc Madame Bouchot nous rappellera le rôle de la M2A et puis les actions qui sont menées par sa structure. Après, on aura la CPTS. Donc la CPTS, on est très fiers, c'est notre communauté professionnelle territoriale de santé. Donc c'est Madame Laure Fillette qui est ici, qui interviendra, qui est psychologue et qui fait des interventions pour la CPTS. Donc la CPTS, c'est les professionnels de l'arrondissement qui se sont organisés en communauté, voilà, en groupe, et qui mènent des actions notamment de prévention et puis de sensibilisation. Et ensuite, on aura pour la ville de Paris la direction de la santé publique, et c'est Madame Couillet qui est juste ici, qui interviendra au titre de la ville de Paris. Donc voilà, direction de la santé publique, responsable santé mentale à la direction de la santé publique. Voilà, mais je vais laisser la parole à Madame Ambersin tout de suite pour l'ORS.
Bonsoir à tous. Alors c'est bien. Merci beaucoup pour m'avoir invité pour vous présenter quelques résultats de travaux qu'on réalise à l'ORS. Donc à l'ORS, on réalise des travaux soit à la demande de l'Agence régionale de santé ou du Conseil régional d'Île-de-France, mais aussi pour d'autres collectivités, organismes selon les études. Pour parler de santé mentale, sur la première diapo, donc santé mentale, de quoi parle-t-on? Donc la définition, je ne vais pas la redire, de l'OMS que vous avez déjà évoquée. C'est une définition qui est quand même très globale. On voit que la santé mentale, c'est pas uniquement le fait d'avoir des troubles psychiques ou pas, puisque il y a 3 dimensions, du bien-être au mal-être, de la présence de troubles à l'absence de troubles, et aussi le fonctionnement des individus, donc en termes de participation sociale, d'autonomie, de capacité. Les troubles psychiques ont un retentissement sur le fonctionnement des personnes. Les incapacités peuvent être transitoires ou peuvent s'installer dans la durée pour entraîner invalidité ou handicap. Comme vous l'aviez dit, Madame Berthomier, l'OMS estime que 1/5 de la population est touchée par la maladie mentale et des troubles psychiques. Et la dépression, en fait, c'est un des troubles les plus répandus avec les troubles anxieux. Et l'INSERM estime qu'à peu près entre 15 et 20% de la population connaîtra dans sa vie un épisode de dépression. Donc on voit que c'est des proportions qui sont vraiment importantes. Et au niveau de l'assurance maladie, les maladies psychiatriques et les traitements, que ce soit même des traitements ponctuels, hypnotiques ou anxiolytiques, ça représente le premier poste de dépense de l'assurance maladie en France. Sur la diapo suivante. Les facteurs qui influencent la santé mentale. En fait, la santé mentale, il faut comprendre que elle s'insère dans les facteurs sont très nombreux, en fait. Et là, bon, je sais pas si vous arrivez à lire d'aussi loin, mais qu'on parle de santé mentale positive ou de troubles mentaux, en fait, il y a tout un ensemble de facteurs. Il y a d'abord les facteurs qu'on appelle structuraux dans le contexte global, le système dans lequel on se trouve, donc en termes de politique publique, d'économie, d'accès au logement. Et en fait, ces facteurs-là vont interagir avec les milieux de vie, tous les milieux de vie que les personnes peuvent fréquenter, le milieu du travail, la famille, l'école, le quartier dans lequel on réside, la qualité du logement, etc. Et ça va interagir avec les caractéristiques individuelles de la personne, le fait d'être un homme ou une femme, l'état de santé physique, des expériences négatives vécues pendant l'enfance qui vont avoir une répercussion à l'âge adulte, etc. Ces facteurs vont interagir, évoluer aussi dans le temps, dans les espaces, pour déterminer la santé mentale des personnes. Donc je vais vous présenter quelques résultats d'une exploitation dont on vient de faire une publication à partir d'enquêtes nationales qui sont réalisées par Santé publique France, donc l'Agence nationale de santé publique. C'est des enquêtes qui s'appellent les baromètres santé, qui sont réalisées depuis vraiment très longtemps, enfin les années 90. Mais là, on a regardé l'évolution sur 16 ans, donc depuis 2005. Sur quelques indicateurs de santé mentale. Et là, en particulier, je vous présente les épisodes dépressifs caractérisés. Alors, ce qu'on appelle épisodes dépressifs caractérisés, sur 12 mois, c'est le fait d'avoir eu pendant 15 jours de manière consécutive, pratiquement toute la journée et pratiquement tous les jours, un état de tristesse, de déprime ou bien de perte d'intérêt associé à des symptômes secondaires. Symptômes secondaires, ça va être des difficultés de dormir, de se concentrer, une dévalorisation de soi-même, etc. Et un retentissement sur les activités habituelles. Donc le retentissement, ça c'est important parce qu'il y a un caractère invalidant de cet épisode dépressif. Le constat, quand on regarde l'évolution depuis 2005, à gauche, je vous ai représenté l'Île-de-France et à droite, le reste de la France. On compare en fait à chaque fois l'Île-de-France avec le reste de la France pour voir comment on peut caractériser la région francilienne. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2010, il y a eu une augmentation des épisodes dépressifs. On passe, si on prend les deux sexes, on passe de 7% à 9%. Et il y a une augmentation vraiment fulgurante sur la période du Covid. Entre 2017 et 2021, on passe de 9% à 15%. La particularité aussi, c'est que la proportion en Île-de-France, elle est supérieure à ce qu'on observe dans le reste de la France. Et l'autre caractéristique, là, qui est assez classique, c'est que les femmes ont des taux beaucoup plus élevés que les hommes.
Voilà. Alors, pour poursuivre sur la diapo d'après, on a regardé au sein de l'Île-de-France. Alors, on n'avait pas suffisamment d'effectifs pour regarder tous les départements, mais on a regardé Paris, Proche Couronne, Grande Couronne. Les histogrammes de couleur sont les années. Les histogrammes jaunes correspondent à l'année 2021. Ceux de gauche, c'est Paris. Ensuite, c'est Proche Couronne, Grande Couronne, Île-de-France et hors Île-de-France. Ce qu'on constate, c'est que à Paris, la proportion en 2021 est supérieure à celle qu'on observe en Grande Couronne. On a 17% des Parisiens, tous âges confondus, là c'est toute catégorie confondue, tous âges confondus, ont déclaré avoir eu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Et en Grande Couronne, on est plutôt à 13%. Donc on a l'impression d'avoir un niveau un peu plus élevé dans la région francilienne et dans le centre de la région. Sur la diapo suivante, quand on regarde par contre les données médico-administratives, là, c'est des données qu'on a exploitées à partir des bases de l'assurance maladie. C'est des données en fait qui enregistrent les personnes qui ont eu des traitements, des remboursements pour des traitements pour dépression ou autres troubles de l'humeur, ou qui sont en ALD, ou qui ont eu des hospitalisations. Donc on est sur un certain niveau plus ou moins de gravité. Là, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt dans le sud de la région et à l'est de la région francilienne où les taux sont les plus élevés. Donc la couleur la plus foncée, c'est les taux les plus élevés. Quand on regarde Paris, on voit aussi des distinctions entre le centre de Paris, la périphérie de Paris, notamment le nord, l'est et le sud de Paris, où on a des taux plutôt plus élevés. Sur la diapo suivante, toujours sur l'étude à partir des baromètres santé de Santé publique France, j'ai regardé comment ont évolué ces prévalences d'épisodes dépressifs caractérisés par âge. Donc les courbes représentent des catégories d'âge différentes. Et la courbe, celle qui est tout en haut, qui est en bleu foncé, représente les jeunes de 18-24 ans. Le constat qu'on fait, c'est que on a eu un taux qui était relativement stable chez les 18-24 ans entre 2005 et 2017. Mais par contre, entre 2017 et 2021, le taux a été multiplié par 2, en passant de 12% à 23%. Donc une augmentation extrêmement importante. Et aussi, l'autre constat, c'est que c'est le chiffre le plus élevé de toutes les catégories d'âge. 23%, le chiffre le moins élevé étant chez les personnes plus âgées, au-delà de 65 ans, à 9%. La comparaison, par contre, avec le reste de la France, on a une prévalence qui est comparable en Île-de-France par rapport au reste de la France chez ces jeunes-là. Sur la diapo d'après, on voit aussi que les jeunes sont très touchés par les tentatives de suicide. Sur les courbes de gauche, le graphique de gauche, c'est l'Île-de-France, et le graphique de droite, c'est le reste de la France. Si on regarde sur le reste de la France où les résultats sont un peu plus significatifs, on manque un peu d'effectifs, je vais pas dire malheureusement, mais on manque un peu d'effectifs dans notre échantillon sur l'Île-de-France. Mais hors Île-de-France, on voit que la courbe bleu foncé qui représente toujours les jeunes de 18-24 ans est en augmentation très légère entre 2005 et 2017 et de manière très importante entre 2017 et 2021. Et c'est 10% des jeunes de 18-24 ans qui ont déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours de la vie. Donc c'est important, ils sont jeunes, un jeune sur 10. Sur l'Île-de-France, on est sur un taux qui est un petit peu plus faible, mais qui est quand même de 7% des jeunes, taux qui est aussi élevé d'ailleurs chez les personnes de 55 à 75 ans, donc autour des 7%. Sur la diapo d'après, je vous ai représenté ici, sur une autre source de données, les hospitalisations pour gestes auto-infligés, donc tentatives de suicide, par catégorie d'âge. Et ici, je vous ai représenté, donc on a regardé sur tous les âges de 10 ans jusqu'à l'âge avancé, mais ici, je vous ai représenté chez les 10-14 ans et les 15-19 ans, parce que c'était là où les taux étaient particulièrement significatifs. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation qui est particulièrement importante chez les jeunes de 10-14 ans. Les courbes en orange, ce sont les filles. Les courbes en bleu, ce sont les garçons. Ce qu'on voit, c'est que les tentatives de suicide sont en augmentation, mais même au-delà de la crise de Covid-19 chez les plus jeunes. Donc on voit que ça persiste. Il y a eu vraiment cet effet Covid, mais ça persiste au-delà du Covid. Et quand on regarde chez les jeunes filles de 10-14 ans, le taux a été multiplié par 3 entre 2020 et 2023. Chez les garçons, même si on a l'impression que la courbe évolue assez peu, c'est parce que la différence des taux est importante entre les garçons et les filles.
Malgré tout, il y a quand même une augmentation qui est pas négligeable entre 2019 et 2023, puisque le taux a été multiplié par 2. On fait aussi ce constat chez les jeunes de 15-19 ans, où on voit aussi une augmentation à partir de 2020 et qui continue en fait jusqu'en 2022, et notamment chez les jeunes femmes. C'est un constat qui est fait aussi, donc là, qui est fait, là on est en Île-de-France, c'est un constat qui a été fait aussi au niveau national lors d'une publication qui a été faite par la DREES, le service statistique du ministère de la Santé. Sur la diapo suivante, je voulais attirer votre attention sur le fait que les populations, enfin les personnes moins favorisées sont particulièrement concernées par les troubles de santé mentale. Il y a vraiment cet aspect qui est très important, et d'autant plus, je pense que c'est très important de le souligner, surtout qu'en Île-de-France, comme vous le savez, on est dans une région qui est extrêmement inégalitaire, puisqu'on a à la fois le département le plus riche de France et le département le plus pauvre de France. Donc on est vraiment confronté à cette question-là. Sur les histogrammes en haut à gauche, j'ai représenté les épisodes dépressifs caractérisés sur les 12 derniers mois et les tentatives de suicide au cours de la vie selon le niveau de revenu. Et ici, j'ai classé le niveau de revenu par ménage en fonction des terciles de revenus, donc divisé en 3. Le premier tercile étant ceux qui ont les revenus les plus faibles, et le troisième tercile, ceux qui ont les revenus les plus élevés. Et ce qu'on voit sur les 3 histogrammes de gauche, en haut à gauche, en bleu, c'est le premier tercile de revenus. Donc 19% des personnes qui sont dans des ménages avec des revenus faibles ont fait un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois, et on passe à 13% pour ceux qui sont dans les ménages des revenus les plus favorisés. Si on regarde les tentatives de suicide, les 3 histogrammes juste à droite, c'est 8% donc des personnes les moins favorisées qui ont fait une tentative de suicide au cours de la vie, et on passe à 3,5 pour les ménages les plus favorisés. Les histogrammes en bas à droite, ici c'est représenté selon la situation professionnelle. En bleu, c'est les personnes qui sont en emploi. En gris, c'est les personnes au chômage. En orange, les étudiants. Ce qu'on constate, c'est que les personnes au chômage, 23% d'entre elles ont fait un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois, versus 13% pour les personnes qui sont en emploi. Donc on voit vraiment ce gradient qui est très important. On constate aussi le taux très élevé chez les étudiants, 23%. Là, on est en 2021. Et maintenant, les 4 histogrammes en bas à droite, ce sont les tentatives de suicide. Et là, on voit que les personnes au chômage, 9,5%, ont déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours de la vie, et versus 4% pour les personnes qui sont en emploi, les taux les plus faibles. Mais malgré le fait que les personnes moins favorisées donc ont une moins bonne santé mentale, ça traverse toutes les catégories sociales, enfin, surtout lors de la période de Covid. 2021, je me suis arrêtée à 2021, je vous ai pas précisé, parce que c'est pour ces enquêtes nationales, c'était les données les plus récentes qu'on avait et qu'on pouvait exploiter au niveau francilien. Il faut avoir suffisamment d'effectifs pour faire des exploitations régionales. Ici, je vous ai représenté les épisodes dépressifs caractérisés selon, donc en haut à gauche, selon les terciles de revenus, et en bas à droite, selon la situation professionnelle. La courbe bleue, c'est les personnes du premier tercile de revenus, donc les personnes les moins favorisées, et la courbe grise, c'est les personnes les plus favorisées. Alors, plusieurs constats. C'est que déjà, la dégradation de la santé mentale a commencé avant le Covid, puisqu'on voit que déjà, à partir de 2010, les taux ont commencé à augmenter. Mais par contre, ça s'est accéléré à la période de Covid, et pour les personnes du premier tercile, donc les moins favorisées, on passe de 5% en 2010 à 19% en 2021. Mais le constat qu'on fait, c'est que la courbe grise, donc les personnes les plus favorisées, si le taux était stable entre 2005 et 2017, il y a eu une augmentation extrêmement importante entre 2017 et 2021, qui le taux a doublé. Si on regarde maintenant selon la situation professionnelle, donc on voit le constat, c'est que chez les personnes au chômage, la courbe grise, les taux ont augmenté dès 2010 et particulièrement entre 2017 et 2021, donc traversé la période de Covid, mais on voit que, courbe bleue, les personnes qui sont en emploi, les taux étaient relativement stables jusqu'en 2017, mais là, on voit à nouveau une très forte augmentation. Donc on voit que aussi les autres catégories de population sont touchées. Et à part aussi, les étudiants, courbe orange, là, en bas à droite,
Augmentation aussi extrêmement importante chez les étudiants qui ont vraiment souffert de cette période de Covid. Dernière diapo, petit aparté, pour vous parler des écrans, de l'usage des écrans, perturbateurs de sommeil et impact sur la santé mentale. Le manque de sommeil, impact sur la santé mentale, l'usage des écrans, enfin différents impacts aussi sur la santé mentale avec les questions de harcèlement, etc. Ici, c'est quelques graphiques chez des collégiens et chez des lycéens, une enquête du réseau Morphée. Mais je vais surtout vous commenter les deux courbes en bas. C'est le risque d'insomnie selon la durée d'usage des écrans avant le coucher. En fait, c'est des résultats d'analyse statistique, de modèles de régression logistique, mais c'est pour vous dire que plus la durée d'usage des écrans avant le coucher est importante, et plus le risque d'insomnie dans la nuit qui suit est important, avec un risque multiplié par plus que 1,5 quand il y a un usage de plus de 2 heures avant le coucher, et le risque d'irritabilité le lendemain, c'est pareil, le risque est multiplié par plus de 1,5 quand il y a un usage des écrans plus de 2 heures avant le coucher. Donc c'est un enjeu qui est vraiment important, cet usage des écrans, et il y a vraiment le constat de la baisse du sommeil en quantité et en qualité sur les années récentes. Donc pour conclure, les quelques chiffres que je vous ai présentés, alors je vous ai vraiment présenté quelques chiffres parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais il y a d'autres chiffres que vous pouvez trouver, etc. L'Île-de-France a payé un lourd tribut en termes de détérioration de la santé mentale en période de Covid-19, avec cette forte croissance de la dépression, avec un niveau plus élevé que dans le reste de la France. Avec ces déclarations d'épisodes dépressifs aussi plus fréquentes dans le centre de la région qu'en périphérie, mais des prises en charge, on a vu, qui étaient plutôt plus importantes dans le sud et l'est de la région. Les jeunes particulièrement touchés, les étudiants, à la fois par la dépression, mais aussi les conduites suicidaires, et puis aussi les plus âgés pour les tentatives de suicide. On a vu que les populations moins favorisées étaient plus exposées, mais qu'il y avait aussi une détérioration de la santé mentale, surtout à la période de Covid, parmi les autres catégories. Donc tout ça, tous ces résultats plaident en faveur de vraiment essayer de œuvrer pour développer une véritable culture de la santé mentale en France. Je pense qu'il fait encore défaut. Développer cette culture de la santé mentale pour améliorer le recours aux soins, pour réduire les discriminations, donc aider à la prise de conscience de ces troubles de santé mentale, faciliter la parole. Il y a énormément d'initiatives, mais je cite par exemple le développement des compétences psychosociales chez les jeunes, qui ont prouvé leur efficacité sur la promotion de la santé mentale. Intervenir aussi en soutien à la parentalité, des interventions qui peuvent être ciblées dès la petite enfance, chez les adolescents également. Les résultats montrent aussi la nécessité d'être attentif aux populations vulnérables vis-à-vis de la santé mentale, donc les femmes vis-à-vis des hommes par exemple, les jeunes, les étudiants, les personnes qui peuvent être en rupture sociale, donc par exemple comme le chômage, des personnes qui sont moins favorisées socialement en termes de revenus, donc sans pour autant négliger les autres populations. Et puis un autre aspect que j'ai pas eu le temps de développer ici, mais on a constaté aussi qu'il y avait une santé mentale plus dégradée en milieu urbain. Donc peut-être réfléchir à comment aménager, comment développer la ville pour essayer de favoriser la santé mentale. Voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez retrouver nos publications sur le site de l'ORS, donc à la fois ce focus santé, des infographies, puis on a aussi des cartographies interactives avec des cartes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour avoir plein d'indicateurs, pas que sur la santé mentale, mais sur plein d'autres thèmes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Lambertsin. Merci beaucoup, et je recommande vivement les newsletters qui sont publiés par l'ORS, parce que effectivement ça renseigne sur beaucoup de choses, et c'est bien que ces données soient publiques et qu'on peut facilement consulter. Je vais donner la parole à Madame Bouchot, donc qui intervient pour la Maison des aînés et des aidants, qui est située donc juste à côté de la mairie, rue de l'École de médecine. C'est ce qu'indiquait Monsieur le maire tout à l'heure. C'est précieux d'avoir des acteurs qui sont situés comme ça à proximité. Ça nous permet d'avoir des liens réguliers et puis voilà, près des yeux et près du cœur également. Merci Iris. Merci de m'accueillir ce soir. Je suis ravie d'intervenir pour vous présenter notre maison. Alors, la Maison des aînés et des aidants Paris Centre,
donc localisée rue de l'École de médecine. Je dis toujours en face de la pâtisserie autrichienne. Donc ça permet d'attirer les personnes qui vont acheter un petit croissant avant de venir chez nous. Donc cette maison des aînés, elle est... alors, c'est pas ça, mais c'est pas grave, j'attends, je suis patiente. Elle est portée par une association qui s'appelle l'Association Autonomie Paris-Saint-Jacques. Donc vous pouvez entendre plusieurs appellations, mais tout ça c'est la même boutique. Donc Autonomie Paris-Saint-Jacques qui porte la maison des aînés et des aidants, qui est ce qu'on appelle aussi un dispositif d'appui à la coordination. Donc ça, c'est un terme qui concerne peut-être davantage les professionnels. Donc le terme que vous devez connaître, c'est maison des aînés et des aidants. Donc c'est en fait le fruit de la fusion de plusieurs dispositifs. Des réseaux de santé. Pour notre histoire, c'est un réseau de santé gérontologique qui s'appelait Mémoris. Des Mayas, qui étaient des sortes de maisons, de guichets uniques pour les professionnels et les personnes qui s'occupent de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des plateformes territoriales d'appui, et puis des centres locaux d'information et de coordination gérontologique. Voilà. Bon, ça c'est pas forcément à retenir. C'est juste que si vous avez déjà entendu parler de CLIC, même de Point Paris Émeraude il y a quelques années, en fait c'est nous. Et donc, les maisons des aînés et des aidants, qui sont des DAC, il y en a 6 à Paris. Elles sont toutes portées par des associations. Et donc, vous voyez le territoire. Donc, nous sommes portés par Autonomie Paris-Saint-Jacques, je le disais tout à l'heure, et nous couvrons 6 arrondissements. Et donc, le 6e a de la chance parce qu'on est localisé sur le 6e. Mais on intervient sur tout le territoire et vraiment le cœur de notre métier, c'est d'aller à la rencontre des partenaires, à la rencontre des personnes que nous suivons et à la rencontre des aidants également. On va dire qu'il y a 2 grandes missions socles pour les maisons des aînés et des aidants. C'est d'abord un appui au parcours de santé individuel et puis un appui à la structuration territoriale des parcours de santé. Donc moi, je vais davantage vous parler de la première mission, l'appui au parcours de santé individuel, mais je vous dis 2 mots quand même sur l'appui à la structuration territoriale des parcours de santé. Ça, c'est le rôle d'un professionnel qui est une animatrice territoriale dans notre équipe. L'idée, c'est de faire se rencontrer l'ensemble des partenaires du territoire, des professionnels, et d'identifier avec ces partenaires les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur des différentes problématiques, les manques qu'on peut identifier aussi sur un territoire, d'essayer à notre niveau d'apporter une réponse, soit en créant un service, soit en s'adressant à une population spécifique avec un service particulier. Et si on n'y arrive pas ou si on a besoin de moyens, eh bien, on fait remonter ces problématiques au niveau départemental et au niveau régional. Charge ensuite à nos financeurs, qui sont la Ville de Paris et l'Agence régionale de santé, de nous aider aussi à trouver des solutions ensemble. Donc ça, c'est l'appui à la structuration territoriale des parcours de santé par la meilleure organisation des services. Si on parle de l'appui au parcours de santé individuel, alors nous, on s'adresse à tous les Parisiens de notre territoire. Particulièrement les Parisiens qui vivent à domicile. Ça, c'est vraiment notre mission, c'est d'aller à domicile. Des personnes qui sont en situation de handicap ou atteintes d'une pathologie chronique ou qui sont en perte d'autonomie. Donc, contrairement au titre maison des aînés et des aidants, en fait, on s'adresse à toute personne, quel que soit son âge et sa pathologie, du moment que cette personne est en perte d'autonomie. Voilà. Donc, en fait, il faut retenir ça. C'est pas évident, mais je pense que le terme maison des aînés et des aidants va évoluer certainement dans les prochains mois, les prochaines années. On s'adresse aussi aux aidants, et ça fait plus de 20 ans que l'Autonomie Paris-Saint-Jacques développe des thématiques, des dispositifs pour les aidants. J'ai pas le temps d'en parler, j'en citerai quelques-uns, mais c'est très important. On ne peut pas accompagner une personne en perte d'autonomie sans accompagner son aidant. Les deux sont accompagnés ensemble pour une bonne prise en charge globale. Et puis enfin, dispositif d'appui à la coordination, ça veut dire qu'on appuie aussi les professionnels dans leur prise en charge. On les aide à accompagner les personnes, puisqu'on est des experts de la coordination et de la complexité surtout. Voilà, et donc on suit particulièrement des situations très complexes, et donc évidemment ce soir la santé mentale qui nous réunit, nous avons de plus en plus de situations de personnes qui ont des difficultés psychiques. Alors pour travailler, on a des équipes, donc qui sont des équipes de proximité, et j'insiste sur ce terme. Nous allons, ce que j'ai dit tout à l'heure, à la rencontre de tout le monde.
et à domicile. Pour cela, donc, on a toute une équipe de travailleurs sociaux, infirmières, ergothérapeutes, psychologues, médecins, des assistantes de coordination qui assurent l'accueil. Et donc, on a un accueil physique rue de l'École de médecine, de 9h à 17h30, du lundi au vendredi sans interruption, et jusqu'à 18h pour apporter des réponses téléphoniques. Alors, notre équipe à Paris-Centre, elle est la suivante, et j'ai oublié, en fait, je suis pas sûre que vous ayez eu le temps d'intégrer ma nouvelle slide. C'est la suivante, s'il vous plaît. Ah bah si, super, merci beaucoup. Vous êtes formidable. C'est bien. Non, parce que je vous ai envoyé ça assez tard, donc c'est super. Donc, on a 2 assistantes de coordination qui sont, merci aux équipes techniques, 2 assistantes de coordination qui assurent l'accueil téléphonique et physique des personnes, rue de l'École de médecine. On a 5 coordinatrices médico-sociales de parcours, et je vais vous dire ce qu'elles font exactement. On a une coordinatrice spécialisée dans l'accompagnement des aidants, et ça, c'est un poste unique à Paris, donc on vient de le mettre en place. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, et donc j'ai réussi à obtenir des financeurs qu'on teste ce modèle-là d'accompagnement des aidants. Une psychologue, une médecin gériatre, 3 gestionnaires de cas. Alors ça, et on en a une dans la salle d'ailleurs, Fanette, qui vient d'arriver dans notre équipe. Et donc c'est un profil de professionnel qui suit les personnes sur du long cours. En fait, notre structure n'accompagne pas les situations sur du long cours. Je vais vous expliquer ce qu'on fait et ce que font les gestionnaires de cas après. Une ergothérapeute, une animatrice territoriale, j'ai parlé de sa mission, un chef de projet e-parcours. Et donc ce professionnel-là travaille avec les partenaires du territoire, et notamment avec la CPTS et le CMP, sur des parcours de santé au travers des outils numériques. Voilà. Et notamment sur la santé mentale, il y a un groupe de travail en cours sur les personnes âgées dépressives avec altération de l'état de santé général. Et donc là, on a notre structure, évidemment, Broca, Cochin, la CPTS, le CMP 5-6, l'HEGP, Sainte-Anne, Corentin-Selton. Donc tous ces acteurs sont réunis autour de notre chef de projet pour travailler sur l'amélioration de ce parcours au travers des outils numériques. Et puis une équipe de direction. Voilà, quelques spécificités pour Autonomie Paris-Saint-Jacques. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y a une thématique sur les aidants qui est très forte. Et donc, on a aussi une maison des aidants qui est située à la mairie du 5e. On a un dispositif passerelle assist aidant, un programme d'éducation thérapeutique, etc., etc. Et puis, un site que vous pouvez aller visiter, le site centreaider.fr, qui recense l'ensemble de l'offre régionale pour les aidants. Alors, comment on intervient? Donc, on a 2 niveaux d'intervention. Premier niveau, c'est comment on accueille les personnes qui se présentent chez nous. Ce sont des aidants, les personnes qui souffrent, qui sont en perte d'autonomie elles-mêmes, ou les professionnels qui viennent nous poser des questions sur comment je peux rester à domicile chez moi, en fait, dans les meilleures conditions. Et donc là, on peut soit apporter une réponse immédiate, si la réponse est simple et ne cache pas d'autres problématiques. Donc on va donner par exemple la liste de services d'aide à domicile et on s'en tient là, on ouvre et on clôture le dossier. Soit dans la discussion on s'aperçoit que cette demande simple cache d'autres problématiques et dans ces cas-là on va passer au niveau 2. Et ce niveau 2 il va se traduire donc on peut passer à la slide suivante. D'abord par l'étude de la situation en interne, par notre équipe qui va identifier les problématiques saillantes de cette situation. Alors, on n'intervient pas, je le dis, pour des problématiques purement sociales ou purement médicales ou purement médico-sociales. On intervient pour des problématiques intriquées, c'est-à-dire que quand il y a une conjonction de problématiques sociales, médico-sociales. Et donc, si par exemple vous avez s'il y a une problématique de surendettement, ça, ce sont les services, c'est l'EPS, l'espace parisien des solidarités, qui va se saisir de cette demande. En revanche, s'il y a un problème financier couplé avec un problème de troubles cognitifs, enfin, on se dit tiens, la personne âgée commence à perdre, à avoir des troubles cognitifs, il n'y a pas eu de diagnostic de posé, on voit qu'il y a des aidants épuisés, et puis un logement qui n'est pas adapté, insalubre, etc. Donc là, c'est tout à fait de notre ressort et on y va et on peut faire des visites avec nos partenaires, notamment l'EPS. Donc l'équipe reçoit l'orientation, on décide en interne de quel professionnel de notre équipe va aller au domicile de la personne âgée. Le professionnel fait son évaluation multidimensionnelle à domicile. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire l'évaluation à domicile, parce que c'est à ce moment-là qu'on repère le contexte de vie, les aidants et la façon, et puis les problématiques économiques notamment. Enfin, voilà, il y a on prend en compte l'ensemble des besoins de la personne.
Et puis, on propose un plan d'accompagnement et on aide la personne à mettre en place ce plan d'accompagnement. Je fais vite, je suis désolée, mais de façon à pouvoir vous présenter 3 situations cliniques. Alors, les actions du DAC, très rapidement, donc information, orientation, évaluation multidimensionnelle, organisation du maintien à domicile, c'est ça le cœur de notre métier, la coordination du retour à domicile en cas en sortie d'hospitalisation, la mise en place d'un plan personnalisé de coordination que l'on fait selon les besoins et les souhaits de la personne, la coordination entre les acteurs de ville et de l'hôpital. On recherche les intervenants qui vont être les plus adaptés pour intervenir chez la personne âgée, donc service d'aide et de soins à domicile. Et on a des collègues dans la salle, Madame Pétry pour la Fossade notamment. Voilà. Et puis d'autres acteurs, le CMP évidemment, les services sociaux, etc. Et puis, quand le maintien à domicile n'est plus possible, eh bien, on va gentiment proposer à la personne d'entrer dans un établissement et on va l'aider aussi à faire ce passage, à choisir l'établissement et à faire les dossiers qui sont nécessaires. Une fois que, quand on s'occupe de la coordination du maintien à domicile, lorsque les aides sont en place, on ferme le dossier, on se retire. On s'assure que la situation est bien stabilisée, on se retire et on peut réintervenir si il y a une problématique majeure qui fait que le plan n'est plus adapté, que la situation est à nouveau instable. Donc on retourne et on réadapte le plan. Donc ça, c'est le travail des coordinatrices médico-sociales de parcours. Et puis il y a des situations où la stabilité n'arrivera jamais. Et donc là, c'est le rôle des gestionnaires de cas, comme Fanette. Et donc là, c'est un suivi sur du long cours. Et le long cours, et donc ces situations, elles ne s'arrêteront, enfin on les prendra en charge jusqu'au décès de la personne, jusqu'à l'entrée dans un établissement ou alors un déménagement. Mais on sait que par essence, et notamment dans les problématiques psychiques, cette situation ne sera jamais stabilisée parce qu'il y a des hauts, des bas, et voilà, et c'est très fluctuant. Et donc, on a la chance d'avoir ce profil très, très spécifique de professionnels qui peuvent suivre sur du très, très long terme. Et donc, ça concerne une toute petite catégorie de personnes qui profitent qui bénéficient de ce service, mais c'est une vraie richesse. Le soutien des proches aidants, ça j'en ai parlé aussi, et puis l'appui aux professionnels. Et donc là aussi, on vient en appui des professionnels qui peuvent nous solliciter pour faire une réunion de synthèse, réunir l'ensemble des professionnels lorsqu'une situation est compliquée à prendre en charge, et donc on réunit l'ensemble des professionnels, et bien souvent, juste le fait de se réunir, de se voir, d'être autour de la table, ça débloque en fait la situation ou les freins qui sont les obstacles qui se présentent, parce qu'on voit qu'il y a souvent un manque de communication ou des incompréhensions entre les professionnels. Voilà, et donc ça c'est très important. Alors juste, je cite 2 limites de dispositif. J'en ai cité une qui était, on ne peut pas être sollicité dans le cadre d'une problématique uniquement sociale, surendettement, recherche d'un logement. Ça, c'est pas notre travail. Ça peut faire partie des problématiques que l'on rencontre, mais dans ces cas-là, on sollicite le PS. Et puis, on n'est pas un service d'urgence. Il y a des services, c'est souvent de l'urgence médicale, et auquel cas, ce sont les services médicaux dédiés qui vont intervenir. Je vous ai mis le formulaire d'analyse multidimensionnelle et d'orientation. Je ne sais pas si c'est très utile, mais c'est le formulaire qui nous permet déjà d'avoir un premier état des lieux de la situation qu'on nous oriente. Donc ça, ce sont les professionnels qui remplissent ce formulaire, et ça permet de savoir exactement quelles sont les grandes problématiques pour lesquelles on nous sollicite. Donc il y a plusieurs domaines d'alerte. Donc il y a le domaine de la santé, le domaine de l'habitat, le domaine de l'autonomie fonctionnelle, le domaine économique et le domaine de l'environnement social. Voilà, et donc on coche des cases, et puis en fonction de ça, ça nous donne déjà une idée sur le professionnel qui va aller au domicile. Alors je vais vous présenter 3 situations, comme ça vous allez voir concrètement comment on agit. La première situation, c'est un patient qui a été signalé par sa tutrice pour des troubles du comportement, donc à la M2A, un patient qui était très agressif, qui vit dans un logement encombré, incurique, et donc il y a une suspicion de troubles cognitifs. Donc là, on a fait une visite avec le psychiatre du CMP, et donc c'est notre médecin gériatre qui est allé. Donc ils sont allés à deux parce que le patient était violent. Et en fait, l'évaluation gériatrique a révélé qu'il n'y avait pas de troubles cognitifs. En revanche, notre intervention, donc au-delà de l'aspect sanitaire, nous a permis quand même de mettre en place donc une prise en charge par le CMP, donc qui a pu stabiliser en fait le patient sur le plan thérapeutique.
On a pu mettre en place un médecin traitant parce qu'il n'y avait pas de médecin traitant, et donc pour assurer ce suivi médical. On a pu aider au désencombrement du logement, mettre en place des aides. Et puis pour la mise en place des aides, on a pu aussi réaliser une demande de prise en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà. Et donc à partir de ces interventions, bon là ça paraît facile, hein, mais le patient était en refus, donc il a fallu y aller plusieurs fois. Vous voyez qu'on a pu mettre en place des choses. Un deuxième exemple, donc c'est un couple fusionnel, mère-fille. La fille est suivie par le CMP et la mère a des troubles cognitifs progressifs. Mais donc cette mère a toujours tout géré. Et puis là, on sent qu'elle perd en autonomie et qu'elle n'est plus capable de le faire. Et la fille n'est pas adaptée pour accompagner sa mère. Le logement est inhabitable et je crois que c'est le pire logement. Enfin, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que même je vous ai parlé d'un logement incurique juste avant, mais là le logement c'était très inhabitable, mais vraiment épouvantable avec des nuisibles, des excréments par terre. Enfin voilà, une situation. Et pourtant on a l'habitude de voir ce type de logement, mais là c'était. Je fais plus vite. Mais ça répond un peu à une interrogation qu'on a souvent de personnes qui rencontrent des difficultés avec leur voisinage, avec leurs voisins, et qui savent pas comment réagir, ou même des professionnels de santé du territoire qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose avec leur patient qui va pas, et ils se demandent quelles sont leurs ressources. Donc merci pour ça. Donc voilà, la maison des aînés et des aidants est une ressource possible. Après, on n'a pas de baguette magique. Alors souvent, effectivement, on est interpellé par le voisinage et on est interpellé de façon récurrente. C'est-à-dire que le voisinage nous dit je vous ai interpellé, qu'est-ce que vous faites ? On a l'impression que vous faites rien. Et en fait, ça prend énormément de temps, il faut y aller, retourner, et bien souvent, ces personnes sont en refus de tout. Donc, et on est parfois le dernier lien avec la société, donc il faut vraiment essayer de entre guillemets d'apprivoiser la personne. Alors dans cette situation, donc en fait le maintien à domicile n'était plus possible en l'état parce que l'état de santé de la mère était très préoccupant. Et donc on a travaillé avec le CMP qui suivait la fille pour faire une hospitalisation d'office pour la fille et une entrée et une hospitalisation pour la mère, pour remettre en forme la mère. Et en fait, quand elle est arrivée, donc sa fille ne la nourrissait que de gâteaux. N'arrivait plus à la changer, il n'y avait aucun service en place, parce que c'était pas possible d'intervenir dans un tel logement. Et donc la personne est arrivée dans un état très très délicat à l'hôpital. Et donc quand elle est arrivée, elle a mangé 4 petits déjeuners. Donc vous voyez qu'elle avait vraiment un gros besoin d'être alimentée. Voilà. Alors actuellement, donc, pour terminer sur cette situation, les 2 patientes sont toujours hospitalisées, mais comme c'est un couple qui a toujours vécu ensemble, on a maintenu le lien entre les deux, la mère et la fille. Donc il y a des échanges téléphoniques tous les jours qui sont organisés par nos services. Et puis il y a une visite hebdomadaire qui est organisée aussi, où la fille rend visite à sa mère à l'hôpital. Et donc on est en train de chercher actuellement un EHPAD pour qu'elles puissent être toutes les 2 ensemble à l'EHPAD. Voilà. Et donc la fille est aussi stabilisée sur le plan de ses troubles psychiques. Et puis enfin, dernière situation, là c'est une patiente, alors je vous ai pas donné l'âge du couple là, donc une fille de 63 ans et la mère de 82 ans. Donc, pardon Chantal. Non mais d'accord, c'était important de savoir quelle était la différence d'âge. Oui, 20 ans entre les deux. Et puis dernière situation, donc une patiente de 65 ans suivie par le CMP, donc une situation sociale précaire, une patiente bipolaire avec des phases anxieuses majeures, un léger délire paranoïaque, une patiente qui a été déchue de ses droits maternels quand elle avait 35 ans, donc des enfants qui ne la voient plus d'ailleurs. Et puis cette dame est sous tutelle. Et donc on a été sollicité par le CMP pour une suspicion de troubles cognitifs. Donc on a fait une évaluation gériatrique à domicile et effectivement on a pu faire poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et donc ça, ce sont aussi des pathologies qu'on voit qu'il y a une forte intrication, et donc on est très sollicité aussi pour cela, pour des patients qui ont souvent une double pathologie en fait, à la fois des troubles psychiques intriqués avec une maladie d'Alzheimer. Et donc c'est intéressant de travailler très très en lien. Et donc j'en profite pour dire qu'on a énormément de chance sur le 5e et 6e, puisqu'on a une équipe de gérontopsychiatrie au sein du CMP
avec qui on travaille depuis 20 ans, et c'est un apport extrêmement riche. Donc il faut la maintenir, cette équipe. C'est vraiment, on travaille vraiment très très bien. Et voilà. Et cette dame, eh ben finalement, on l'a accompagnée vers l'EHPAD. Elle est très heureuse. Ses angoisses se sont stabilisées. Elle a encore des angoisses, mais elles se sont stabilisées grâce à un traitement qui est adapté et qui est donné correctement, parce qu'elle avait déjà un traitement, mais qui n'était pas donné correctement. Elle le prenait pas. Enfin, c'était très fluctuant. Voilà pour ces trois situations. Qui illustre un petit peu notre travail et particulièrement nos liens avec le CMP, et sur l'aspect de la santé mentale. Et j'avais juste quelques points d'alerte que je voulais vous partager. Donc on en a parlé, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, sur la nécessité de la proximité. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on voit que se faire prendre en charge, être accompagné, surtout quand on a une problématique psychique, c'est une démarche qui est extrêmement difficile à faire. Donc si le service est à l'autre bout de Paris, la démarche est impossible. Donc la nécessité de proximité est essentielle, et ça va de pair aussi avec les visites à domicile qui sont essentielles. Je sais qu'il y a certains DAC qui ne font plus de visites à domicile, et en fait, à mon sens, c'est une erreur. On doit voir les gens dans leur contexte de vie. On n'aurait jamais vu que le logement était incurie, en tout cas dans un premier temps, dans la première situation, si on n'était pas allé au domicile, et donc on n'aurait pas pu désencombrer le logement, enfin voilà, et faire tout ce qu'il faut. Et il faut éviter la standardisation de l'offre, et ça c'est aussi extrêmement important. Chaque personne est singulière, a des particularités, une histoire de vie, et donc ça c'est la richesse aussi, je pense, de nos équipes, c'est qu'elles adaptent leur prise en charge et leur accompagnement à la situation de chaque personne. La diminution des budgets, je l'ai dit, mais je le dis quand même, mais c'est vrai qu'on est dans cette ère-là. Je le souligne. C'est vrai qu'on a une suractivité du coup par professionnel, donc ça veut dire que peut-être que par moment, on est obligé d'aller plus vite dans des situations pour clôturer les dossiers. Le problème, c'est que quand on va plus vite, on va pas au fond des choses, et donc ces situations qu'on ferme trop rapidement, elles reviennent. Et elles reviennent en boomerang avec une situation qui est beaucoup plus compliquée, en fait. Donc, il n'y a pas de gain, en fait. Et je pense qu'il y a même une perte économique dans cette histoire. Et puis, enfin, aussi, je regrette une disparité de l'offre. Cette équipe gérontopsychiatrique du 5-6, elle est super, elle est géniale, et on est content de l'avoir sur le 5-6. Ça n'existe pas dans le centre. Il y a des super professionnels aussi, mais on voit qu'il y a une richesse particulière parce qu'il y a une formation et une appétence aussi pour les personnes âgées, puisqu'on est quand même essentiellement personnes âgées dans les faits. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tout le travail du CMP et de nos collègues des CPTS aussi. Bien, merci beaucoup, Madame Bouchot. Merci pour le travail que vous faites toute l'année. Voilà, c'est des personnes qu'on pourrait retrouver errant dans la rue si elles n'étaient pas prises en charge. Enfin, c'est ces personnes complètement sans but, qui déambulent, perdues, voilà. Et donc là, grâce à vous, elles sont prises en charge, et c'est très précieux. Je vais maintenant donner la parole à la CPTS, donc Madame Fillette Laure, qui est psychologue et qui va nous parler des actions qui sont mises en œuvre par cette communauté professionnelle territoriale de santé, dont l'objectif est de mener des projets autour de la santé. Donc c'est les professionnels de santé qui s'organisent entre eux, avec évidemment le soutien de la mairie du 6e. Et donc voilà, on va pouvoir entendre parler de ça. C'est récent, la CPTS. Donc là, on a entendu l'aspect plutôt personnes âgées, et puis la M2A qui fait un travail de longue date, en fait, bien inscrit dans notre paysage local. La CPTS, c'est une création récente qui date de ce mandat politique, et donc ça émerge, et il y a beaucoup d'actions qui sont tournées vers les jeunes. Donc c'est bien, on va pouvoir parler de ce sujet-là. Merci Iris. Et peut-être en ouverture, j'aurais aimé dire que, comme vous l'avez souligné, faire de la santé mentale une grande cause nationale implique des actions concrètes à tous les niveaux, du national au local. Il s'agit de lutter, entre autres, contre la stigmatisation, d'améliorer le repérage précoce et l'accès aux soins, et d'assurer un accompagnement global. Et Madame Bouchot, vous venez de nous décrire en détail certaines de vos interventions à travers des cas cliniques. C'est intéressant parce que ça illustre bien aussi les spécificités de tous les cas et la nécessité de s'y adapter. Bref, il faut intervenir à
à différents niveaux. Il y a beaucoup de choses à faire et j'aimerais, dans ce contexte, voilà, vous présenter un petit peu ce que nous, on a fait avec la CPTS. Alors, juste pour poser un tout petit peu le contexte. On a un problème de présentation, mais on va essayer de le résoudre rapidement. Sinon, je peux le faire à l'oral, pas de problème. Merci. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'allais ajouter, c'est que la présentation de Madame Ambersin, de Madame Ambersin, j'ai trouvé était très intéressante parce qu'elle nous a permis de comprendre ou d'observer combien les troubles psychiques finalement avaient augmenté, particulièrement chez les jeunes et les personnes les plus vulnérables dans le contexte du Covid. Et Iris, vous nous disiez en ouverture, vous posiez la question comment est-ce que une société peut aller bien si les individus vont mal. Et moi, je dirais aussi que souvent, c'est parce que la société va pas très bien que les individus vont pas très bien non plus. On est dans un contexte qui est quand même pas simple, qui génère pas mal d'inquiétudes et d'anxiété chez les gens de manière générale, notamment chez les jeunes. Donc, voilà, il faut prendre en compte en vérité l'ensemble de ces facteurs pour comprendre un petit peu ce que recouvre la notion de santé mentale et pour proposer des prises en charge adaptées. Et c'est dans cette perspective donc que nous sommes intervenus. Alors, je vais pas avoir le diaporama, donc du coup, je vais faire tout ça à l'oral. Alors, on a mené plusieurs actions, notamment de formation en santé mentale auprès des professionnels de la santé du territoire pour les aider à comprendre, à repérer et, le cas échéant, à prendre en charge les troubles psychiques ou en tout cas à orienter leurs patients efficacement vers des professionnels de la santé mentale adaptés pour les problématiques qui se présentaient à eux. On est aussi intervenu en matière d'addictologie, donc plus particulièrement à l'occasion du mois sans tabac, on a fait de la guidance en tabacologie, en fait, pour donner un petit peu des recommandations pour les fumeurs qui souhaitaient arrêter de fumer. Et on est intervenu auprès de populations particulières et notamment auprès de jeunes pour faire de la prévention en matière de santé mentale et notamment prévention suicide au sein de Sciences Po. À l'heure actuelle, notre engagement, donc ça c'est pour ce qui a été réalisé. À l'heure actuelle, notre engagement se poursuit avec des projets en cours tels que l'élaboration d'un... Ah bah tiens, ça y est, on l'a. Alors ça, c'était ma présentation. Oui, je suis désolée, j'ai du coup oublié de me présenter. Je suis psychologue clinicienne. C'est pas tout à fait dans l'ordre, mais bon. Je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste installée en libéral à Odéon. Et je fais de la recherche donc en addictologie au laboratoire LPPS de l'université Paris-Cité. Je suis référente santé mentale pour la CPTS depuis 2023. C'est pour revenir un petit peu sur le contenu en fait de la formation, des sessions de formation qu'on a fait, donc formation en santé mentale à destination des professionnels de la santé, sous-entendu de la santé plutôt somatique. Donc vous voyez qu'on a fait un peu un état des lieux, qu'on a présenté les différents professionnels de la santé mentale, parce qu'à l'heure actuelle c'est toujours pas évident pour tout le monde de comprendre ce que c'est que psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, etc. Donc on a expliqué ça. On a donné quelques guidelines en fait pour l'évaluation de la santé mentale chez les patients qui se présentent typiquement chez le médecin généraliste, parce que très souvent les médecins généralistes en vérité reçoivent des patients qui sont concernés par des problématiques de santé mentale. Il faut qu'ils puissent les reconnaître pour orienter efficacement leurs patients. Donc on a donné aussi des recommandations sur l'orientation et on a parlé des projets collaboratifs qu'on pourrait mener ensemble. Donc ça vous présente, c'est pas très lisible, mais en gros c'est le poster qu'on avait installé à l'occasion de notre intervention pendant le mois sans tabac, avec un petit peu des explications en fait sur le fonctionnement de cette addiction, mais des addictions de manière plus large, et les étapes à suivre entre guillemets pour arrêter de fumer.
Et là, ensuite, vous avez le sommaire de mon intervention à Sciences Po pour la semaine de la santé mentale et plus particulièrement concernant la prévention suicide. Donc, on a présenté le contexte, j'ai expliqué un petit peu aux étudiants comment appréhender la santé mentale, à la fois en prenant en compte cette définition que nous donne l'OMS et aussi parfois en allant un peu plus loin, parce que c'est quelque chose qui est assez normatif finalement, un peu restrictif, donc il y a besoin un petit peu de réfléchir là-dessus, de mettre tout ça un peu en perspective. Je leur ai donné quelques outils pour gérer le stress. On a parlé de la question des limites, qui est une vraie question à l'heure actuelle, notamment avec justement, vous évoquiez l'utilisation des écrans, avec le problème de poser des limites, de à quel moment est-ce qu'on arrête d'utiliser les écrans, à quel moment est-ce que ça commence à avoir des effets délétères, notamment sur le sommeil. Donc on a évoqué tout ça. Et de manière plus large, comment faire face à la souffrance psychique. Alors, pour les actions en cours et à venir, nous sommes en train d'élaborer un manuel de santé mentale, donc qui sera un outil ayant pour objectif d'aider les soignants à accompagner leurs patients, enfin à mieux appréhender en fait la santé mentale. Je vous montrerai il y a 2 pages après pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. On commence à mener des réflexions sur l'intelligence artificielle et l'implication de l'utilisation finalement de plus en plus importante de l'intelligence artificielle sur l'impact sur la santé mentale, opportunités et risques en matière de santé mentale et d'équilibre psychique. Et moi, il y a un projet que j'aimerais mener aussi, que j'appelle Guidance en santé mentale. En fait, ce serait peut-être plus particulièrement en direction des actifs, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques de burn-out, souvent en lien avec l'activité professionnelle. Donc, ce serait de pouvoir, là aussi, intervenir, informer et notamment donner les ressources nécessaires pour que les actifs sachent vers qui se tourner en cas de difficulté. Voilà. Alors, ça, c'est le sommaire du manuel de santé mentale. Dans ce manuel, qui on espère sera disponible bientôt, les professionnels de la santé pourront trouver un répertoire des professionnels libéraux, c'est-à-dire des psychologues et aussi des psychiatres qui travaillent sur Paris 6e, Paris 7e. Avec pour chacun, vous allez le voir, des indications sur l'orientation et sur ce qu'ils font. Un guide des troubles psychiques, assez simple, mais pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Un guide des thérapies en santé mentale, parce que ça, il y en a beaucoup et les gens ne savent pas toujours quelle indication pour quelle thérapie. Exemple, en cas de traumatisme, c'est la thérapie EMDR par le mouvement des yeux qui est indiqué. C'est pas utile de passer très très longtemps forcément dans d'autres thérapies alors que celle-là fonctionne très bien. Il y aura également un dictionnaire, un glossaire pour expliquer un petit peu les termes. Je sais pas, par exemple, même si c'est un terme un peu ancien, qu'est-ce que c'est qu'une névrose, qu'est-ce qu'on entend par trouble du comportement alimentaire, etc., etc. Et enfin, un guide des institutions et des dispositifs en santé mentale qui sont disponibles sur le territoire. Voilà, donc là vous avez un exemple, vous voyez un petit peu du répertoire. Donc là on est sur les professionnels qui pratiquent la psychothérapie intégrative. C'est un type de psychothérapie et on voit qu'il y en a certains qui peuvent faire des bon là ici il y en a une personne qui fait visite à domicile. On a aussi une colonne bilan pour savoir qui fait des bilans et qui reçoit la population en fait infanto-juvénile, donc les enfants, les adolescents, etc. Voilà. C'est incroyable ce répertoire parce que effectivement les médecins de l'arrondissement et puis même d'autres professionnels de santé, surtout face à des patients qui ont des problèmes plutôt d'ordre somatique, ils savent pas tellement forcément comment réagir et donc ça permettrait de les orienter vers un professionnel tout de suite adapté en fait pour pas errer voilà quand on a un besoin. Eh ben c'est ça.
c'est un petit peu en fait dans cette perspective qu'on a créé cet outil qui donc est en cours d'élaboration, pardon, mais on arrive au bout. Ensuite, j'ai fait une petite capture d'écran aussi des troubles psychiques, vous voyez, pour que vous ayez un peu une idée du contenu de ce qu'on a au chapitre troubles psychiques. Donc comme j'ai mis, plutôt que de suivre une classification rigide des troubles de la santé mentale, nous optons pour une approche plus pragmatique. Donc en gros, voilà, on donne les considérations cliniques, les symptômes, etc., mais de façon à ce que ce soit vraiment accessible et pas trop technique pour les personnes qui ne sont pas professionnelles de la santé mentale. Et on présente également toutes les thérapies qui existent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, c'est ça une partie des informations qu'il y aura dans ce manuel. Ce sera assez complet. Donc, pour ce qui concerne les réflexions sur l'intelligence artificielle, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et également sur la question de l'usage des écrans et l'usage problématique ou pas problématique des écrans, et dans certains cas, addiction aux écrans. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Là, j'ai parlé uniquement de l'intelligence artificielle, qui représente quand même, d'un certain point de vue, une opportunité, ou en tout cas, même pas une opportunité, en fait, plusieurs opportunités en termes de santé mentale, puisqu'elle peut améliorer éventuellement le repérage précoce, l'identification des troubles psychiques dans certains cas. Représenter un soutien à l'accompagnement. Elle ne peut pas se substituer à un professionnel de la santé mentale, mais des études scientifiques vont dans ce sens-là. On peut s'en servir en complément. Ça peut être un outil, en fait, dans le cadre d'une prise en charge adaptée en santé mentale. Et ça peut permettre également un accès élargi aux soins. Donc c'est quand même pas inintéressant. Maintenant, il y a tous les risques et les limites, déshumanisation des soins, les biais algorithmiques, les problèmes de confidentialité et d'éthique, etc., etc. L'idée, en fait, ce serait de développer et de communiquer sur les bonnes pratiques pour une utilisation éclairée et responsable de l'IA en santé mentale. Et c'est la même chose, en vérité, pour l'utilisation des écrans. Et je pense que ce serait très important, en fait, d'organiser des interventions accessibles aux tout venants pour vraiment communiquer, donner un petit peu, les bonnes pratiques aux habitants de notre territoire. Oui, on en a eu une à la mairie sur le temps d'écran et sur l'éducation pour les adolescents, mais bon, c'est à renouveler. Oui, à renouveler parce qu'en fait, c'est vrai pour ça comme pour toutes les pratiques entre guillemets à risque, en particulier ce qu'on appelle les pratiques addictives ou les conduites addictives. Ce qui a été démontré récemment, c'est qu'en fait l'idée c'est pas de dire on arrête, on n'utilise plus du tout les écrans, d'ailleurs c'est impossible, mais c'est plutôt de, comme on dit, réduire les risques, c'est-à-dire mettre des limites. Et ça c'est vraiment très important. On a vraiment un rôle à jouer là-dessus pour les jeunes d'aujourd'hui qui seront aussi les adultes de demain. Et puis ça, c'est un projet, donc c'est ce que j'évoquais sur la guidance en santé mentale. J'ai mis quelques indications sur ce qu'on pourrait mettre en place, mais ça c'est à venir. Donc comme j'ai déjà pas mal parlé, je pense que je peux m'arrêter là. Et si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, je vous ai mis mon mail et mon numéro de téléphone à toutes fins utiles. N'hésitez pas. Merci beaucoup Laure, merci pour cette intervention et merci à la CPTS qui intervient régulièrement ici à la mairie pour notamment des actions de sensibilisation, des réunions publiques, sur la place Saint-Sulpice aussi régulièrement avec un petit stand, donc merci, c'est très précieux. Et je vais donner la parole à Madame Anaëlle Couillet pour la ville de Paris et la direction de la santé publique. Bonsoir. Je vais essayer d'aller vite du coup pour laisser place aux échanges peut-être après. Excusez-moi. Je vais y arriver. Je vais vous présenter du coup, rapidement pour recontextualiser la santé mentale au sein de la direction de la santé publique de la ville de Paris. Vous présenter ensuite le pôle santé mentale et vous donner quelques exemples de nos actions. Vous pouvez passer du coup. Encore. Voilà. Donc la santé mentale au sein de la direction de la santé publique.
Je pense pas que vous allez voir d'ici, vous pouvez encore passer. Désolée, ça va aller vite au niveau du PowerPoint. Non, avant. Voilà. Je pense pas que vous allez voir l'organigramme d'ici, mais pour vous dire grosso modo, donc au niveau de la direction de la santé publique, donc on intervient à l'échelle parisienne, et il va y avoir donc 3 sous-directions opérationnelles et une mission animation territoriale et démocratie en santé qui va intervenir au niveau local. Et au sein de cette direction de la santé publique, vous pouvez passer, on a quand même plus de 200 professionnels de santé mentale qui vont intervenir auprès de différents publics. Donc au sein du pôle santé sexuelle, donc c'est au sein des centres de santé sexuelle, à QJ que vous connaissez peut-être, qui est situé au centre de Paris et qui est pour tous les Parisiens, pour les jeunes en fait, et qui propose une approche globale, notamment avec un quartier santé. Au niveau de la santé scolaire et des CAPP qui proposent là, enfin c'est un dispositif parisien qui est vraiment proprement parisien. Les PMI qui là sont aussi implantés dans le 6e. Ah, je suis trop loin. Ah ok, pardon, excusez-moi. Ok, excusez-moi. Ok, donc il y a aussi les PMI donc qui sont implantés dans le 6e et là où vous avez de l'offre aussi en santé mentale. L'UMIP qui est une équipe en fait qui va intervenir quand il y a des situations traumatogènes. Surtout Paris, et le SAS, où là, c'est les centres de santé qui sont déployés au niveau de la ville de Paris. En plus de ces 200 professionnels, donc proprement de santé mentale, vous allez avoir aussi tous les autres professionnels, notamment les médecins, enfin les autres professionnels de santé qui vont intervenir dans le parcours de soins en santé mentale, et aussi tous les autres corps de métier, les travailleurs sociaux, etc. On a aussi beaucoup de chefs de projet à la ville de Paris. Et donc ça, c'est à la DSP. En plus de ça, vous avez les autres directions de la ville de Paris, où là, il va y avoir beaucoup d'autres offres en santé mentale. Il y a par exemple des offres spécialisées qui vont être proposées, par exemple, au niveau de toutes les offres sociales, donc au sein des permanences sociales d'accompagnement, au niveau des EPS qu'on a cité tout à l'heure. Il va y avoir aussi l'infirmier du service technique de l'habitat que vous avez cité tout à l'heure, qui intervient au domicile en fait des personnes quand il y a une insalubrité en lien avec la santé mentale. Enfin voilà, on a beaucoup d'offres en fait à toutes les directions confondues et tous les différents services. Alors je viens du coup sur le pôle santé mentale. Donc on fait partie de la sous-direction de l'offre et des parcours de soins. Et on intervient donc à l'échelle de la DSP particulièrement. Je vais vous décrire ça tout à l'heure. On est une petite équipe, néanmoins très motivée, mais une petite équipe. On est 5 à temps plein. Donc il va y avoir 4 coordonnatrices des conseils locaux de santé mentale qui vont aussi avoir en fait des références thématiques à l'échelle parisienne. Donc il va y avoir la santé mentale et la culture, la santé mentale des seniors, la santé mentale logement et hébergement et la thématique santé mentale des jeunes. On va avoir aussi une assistante, mais qui n'est pas à temps plein du coup au niveau de la sous-direction, et on a souvent des stagiaires parce que c'est important d'accueillir des stagiaires. Donc notre intervention, elle se fait au niveau parisien et au niveau local. Les 2 interventions se répondent. Et donc on a un pôle d'expertise partagée, de partenariat. On va s'intéresser à la santé mentale, un peu dans ce qui vous a été décrit tout à l'heure, dans tout le continuum. Donc à la fois au bien-être, et là on va s'intéresser aux déterminants de la santé mentale, et plus spécifiquement aux troubles psychiques. Alors, comme je vous le disais, on a des missions qui vont être plus en interne de la ville de Paris et particulièrement au sein de la direction de la santé publique. Donc ça va être au niveau du pilotage de la stratégie en santé mentale et ça va être en fait, si vous voulez, des missions de facilitation pour faire du lien entre justement tous ces services et directions qui font de l'offre en santé mentale. Et on va aussi agir sur le renforcement de l'offre de soins en santé mentale. Donc ça, c'est en interne. Et on va avoir ensuite des actions qui sont portées sur l'externe, où là, ça va être appuyer et suivre les actions associatives. Tout à l'heure, par exemple, on a rencontré une structure du 6e arrondissement, donc l'école des psychologues praticiens, qui est basée sur le 6e, et qui propose des consultations donc à 30 €. Voilà, intéressant à savoir. On va aussi animer, impulser des campagnes sur la santé mentale, donc d'information, de communication et de déstigmatisation, et des projets innovants. Au niveau local, on va avoir la mission d'animer les conseils locaux de santé mentale. Donc ça, c'est par contre au niveau des arrondissements qui ont des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et un arrondissement qui a un quartier populaire, donc le 12e. Pour les autres arrondissements, dont le 6e, ce sont donc les responsables territoriaux de santé publique, Elisa, qui est juste à côté de moi,
qui sont les référents locaux sur le sujet santé, et donc aussi santé mentale. Et non, nous, au niveau du pôle santé mentale, on peut intervenir en appui. Alors, je vous ai mis quelques exemples de projets, c'est vraiment pas exhaustif, mais c'est pour que vous puissiez voir l'étendue des sujets qu'on peut traiter. Donc là, c'est l'actualité du moment et d'où mes cernes aujourd'hui. On organise en fait le mois de la santé mentale en avril, donc c'est la première édition. Donc c'est porté au niveau de la ville de Paris à la demande de l'élu santé en centrale. Là, l'idée, en fait, ça va être de mettre en place diverses actions donc de déstigmatisation, de valoriser aussi ce qui se fait sur le territoire parisien et de valoriser les partenariats existants. Donc, il va y avoir un événement d'ouverture le 1er avril à l'Hôtel de Ville, qui est grand public. Un événement de clôture pour les acteurs engagés, du coup, qui auront mis en place des actions le 28 avril. Et tout au long du mois, donc des actions qui sont mises en place à la fois donc par la ville de Paris, les différentes directions, les différents services, mais aussi les partenaires extérieurs. Donc on a fait un appel à projet pour ça. Il y a aussi des acteurs qui ont proposé des actions hors appel à projet qui seront valorisées tout le long du mois. Alors le programme n'est pas encore sorti, ça arrive bientôt, mais il y a au moins une centaine d'actions qui sont ouvertes au grand public, plus d'autres actions en interne au sein des différentes institutions. Voilà un autre projet, donc là plus sur l'offre de soins. Je pense que ça répond bien aux différentes interventions. Suite à la crise sanitaire, donc on a eu beaucoup de besoins au niveau de la santé mentale des jeunes. Donc on a mis en place, vous en avez peut-être entendu parler, les consultations de 18-30 au sein des centres de santé et des centres médico-sociaux de la ville de Paris. Donc c'est des consultations sans avance de frais dans les centres de santé et dans les centres médico-sociaux. C'est aussi accessible aux personnes qui n'ont pas de droit ouvert à l'assurance maladie. Mais là, en fait, on a vu que ça a légèrement changé au niveau de la demande. La demande chez les jeunes a légèrement baissé et on a de plus en plus de demandes pour les plus de 30 ans. Donc, on a changé l'offre, ça c'est tout nouveau. Donc, la communication n'est pas encore à jour sur le site. Ça se fait petit à petit. On a ouvert, en fait, tout simplement la tranche d'âge. Donc, maintenant, il n'y a plus de limitation d'âge, c'est ouvert à tous les âges. Et on a en plus à Edison dans le 13e une consultation qui est spécifique pour les ados, pré-ados. Ça, on l'a mis en place avec l'ARS récemment pour les 11 à 17 ans. Un autre projet, donc c'est une formation de référent culturel avec le Louvre. Là, ça s'adresse en fait aux personnes concernées. C'est une formation qui permet en fait aux personnes d'accompagner eux ensuite d'autres personnes concernées pour visiter le Louvre. Et nous en fait au niveau du pôle santé mentale, après on reste en lien avec les personnes pour essayer d'imaginer d'autres projets avec elles. On travaille aussi la formation avec les personnes concernées. Donc là elle a évolué, on a la 3e promotion, mais la formation a évolué, il y a des séances en plus, voilà. Et donc il y a des acteurs du 6e qui ont participé, le J'aime le passage que vous connaissez peut-être. Voilà, on essaye vraiment de soutenir les GEM au niveau du pôle santé mentale parce que c'est des petites structures qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont portées par les personnes concernées. Et un dernier exemple, donc sur le déploiement de formation et de sensibilisation. Ça, c'est vraiment notre travail au quotidien et on travaille notamment à déployer le PSSM, donc les premiers secours en santé mentale, donc déjà en interne de la ville de Paris. Ça a été un gros travail. On a mis en place un vivier de formateurs internes. Donc, on peut faire les formations maintenant auprès de tous les professionnels de la ville de Paris. Et aussi en externe, donc pareil, en lien avec l'ARS, on a fait un test sur le 18e arrondissement où on a proposé des formations aux professionnels et aux habitants. Et là, on devrait lancer bientôt d'autres formations sur tout Paris. Des sensibilisations aussi à la demande, ça dépend voilà, des sollicitations qu'on va avoir. Et on devrait aussi, il y a un projet pour développer aussi la formation Sentinelle voilà, proposée à des professionnels et des habitants qui est plus portée sur les crises suicidaires. Voilà, des petits exemples. Très bien, merci Madame Couillet. Donc, si on veut organiser des visites du Louvre ou profiter de certaines actions de la ville de Paris, on vous fait un mail ? Oui, c'est ça. Et après, en fonction des thématiques, il y a aussi des référentes particulières, mais vous pouvez me faire un mail directement et je vous orienterai si besoin. Merci.
Voilà, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais on a quand même le temps de conclure. Je voulais remercier nos quatre participantes ce soir. Merci beaucoup de vos contributions et merci de votre engagement au quotidien pour une meilleure santé mentale dans l'arrondissement. Je voulais signaler qu'on a ici dans le 6e arrondissement un conseil local de la santé mentale, alors qui est un petit peu en stand-by depuis quelque temps puisqu'on n'a plus de coordinatrice santé mentale comme vous l'avez compris, mais qui existe pourtant et qui rassemble d'ailleurs certains acteurs présents ici. On a un très bon maillage en professionnels de santé mentale, donc psychologues, psychiatres et tout le panel. Voilà. Et puis, je voulais remercier des personnes qui sont dans la salle, le docteur Chauchon, qui était à la PMI, Isabelle Béguier, qui est psychologue, Samuel Lepastier aussi, que j'ai aperçu, qui est psychiatre. Merci aussi à ces acteurs locaux qui s'engagent pour la santé mentale dans notre territoire. Et puis d'autres, peut-être, que je connais moins ou que j'oublie. Si vous avez des questions, on peut prendre 2-3 questions, pas beaucoup. Oui, je vous écoute, madame, pour le bruit, SOS bruit. Même très peu, l'impact du bruit sur le manque de sommeil. Or, le manque de sommeil entraîne, d'un point de vue santé mentale, des troubles. Dépression, fatigue au travail, pour les enfants, troubles d'apprentissage, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la totalité je voudrais juste vous dire 2 chiffres que je viens de lire. L'Académie de médecine alerte sur le manque de sommeil des riverains de l'aéroport d'Orly. 49 000 personnes. Mais je viens de lire aussi qu'une enquête du CREDOC et Bruit Parif vient de faire des enquêtes et a signalé que 693 000 Parisiens étaient impactés par leur manque de sommeil, par le bruit des terrasses, des établissements, etc., etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup et vous faites bien de remettre ce sujet sur la table. C'est vrai qu'on s'en était parlé ensemble hors de cette réunion, donc c'est un sujet que moi j'ai parfaitement en tête. C'est tout l'impact de l'environnement de vie qui influe sur le bien-être et qui, voilà, donc les facteurs extérieurs ont évidemment une incidence, mais évidemment on s'en était parlé du sujet du bruit. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos présentations. Je m'appelle Arina Samarina Millo. Je suis aussi psychologue clinicienne. Je travaille en libéral dans le 6e, mais surtout maintenant, je suis aujourd'hui en tant que psychologue clinicienne de service santé étudiant, 45 rue de Saint-Père. Donc, nous sommes un service santé étudiant universitaire de l'Université Paris-Cité. Et j'ai peut-être merci beaucoup pour vos présentations, surtout la présentation sur la situation épidémiologique m'a beaucoup touchée parce que c'est mon quotidien en fait. En 2022 l'université Paris-Cité, c'est Paris Descartes et Paris Diderot et plus tout un tas d'autres universités. Nous recevons plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et en 2022-2023 pour les consultations en santé mentale. Donc nous sommes psychologues, on a des médecins généralistes et les psychiatres. On a eu 8000 consultations. Et donc, je suis un tout petit peu intéressée pour ce centre de crise qui va ouvrir parce que la plupart du temps, on est obligé d'envoyer les étudiants soit à Hôtel-Dieu jusqu'à 18h, le temps qu'il y a un médecin psychiatre, soit à Sainte-Anne, ce qui est très, très compliqué au moment de crise suicidaire. Et aussi, par rapport à tout ce qui vous avez présenté par rapport au programme de sensibilisation, vous voyez, nous, on a vraiment le sentiment que les étudiants s'en saisissent, mais
la demande est telle qu'on est saturé. On n'arrive pas à adresser les étudiants au CMP, ils sont pas domiciliés sur le 6e. Donc déjà, de prendre contact avec les CMP, c'est très très compliqué et la plupart du temps, ils prennent plus. Donc ils ont besoin de suivi. Déjà, suivi psychothérapeutique, c'est impossible de trouver parce qu'ils peuvent pas aller en libéral, et les consultations psychiatriques, ils peuvent pas aller en libéral non plus. Donc en fait, cette situation par rapport aux étudiants, on a énormément d'étudiants qui ont des troubles psychiques sévères. Quand je dis sévères, c'est les dépressions sévères, les crises suicidaires, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles non diagnostiqués 10, mais qui du coup impactent leur scolarité. Et malheureusement, on a très 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 peu de lieux d'adressage pour un suivi long terme, en fait. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Isabelle Béguier, je suis psychologue au centre médico-psychologique et au centre d'accueil et de crise Ginette Amado, qui est actuellement donc dans les locaux de Sainte-Anne et qui devrait revenir. Et je le souhaite très vivement en ayant entendu Jean-Pierre Lecoq en parler, puisque en effet, ce centre d'accueil et de crise a été ouvert en 1981 par le docteur Ginette Amado pour des patients qui traverse une période de crise, d'émergence dépressive, psychotique. Et en tout cas, je crois que ce qui est important, c'est de défendre une approche généraliste pour tous les patients en situation de crise. Et les étudiants, naturellement, ont toute leur place. Enfin, je crois que vraiment, là, je plaide en fonction, en effet, de ce retour et pour une psychiatrie de secteur généraliste. Voilà. Merci beaucoup. On va vous mettre en lien toutes les deux, et puis on vous mettra aussi en lien avec l'association dont a parlé Monsieur le maire en début de séance. C'est cette association Nightline qui fait du soutien entre pairs. Donc vous les connaissez, oui, parce qu'ils sont présents à Paris, oui. Mais évidemment, c'est un premier soutien. C'est absolument pas curatif, bien sûr. Et de lien avec tous les partenaires. Je me souviens qu'un des commissaires de police, monsieur Frédéric Perrin à l'époque, formulait dans un film La prévention en psychiatrie, le visage de la transmission, que vous pouvez trouver tous sur YouTube. Eh bien, il évoquait, Frédéric Perrin, le rêve qu'il y ait des centres d'accueil et de crise dans tous les arrondissements et dans toutes les communes de France. Voilà. Donc, et je crois qu'en effet, ça répond à une demande de la population qui est absolument vitale. Et d'autre part, j'en profite pour dire que le rapport qui a été mené par les députés récemment, Sandrine Rousseau et Nicole Dubré-Chirat, elles ont rendu un rapport sur les urgences psychiatriques et qui souligne l'importance des centres d'accueil et de crise pour la population en situation de fragilité et de vulnérabilité psychique. Je veux juste rajouter une dernière chose pour dire que alors Isabelle bien sûr connaît ce sujet bien mieux que moi parce qu'elle est hospitalière et que moi je suis essentiellement en activité libérale. Néanmoins, je reçois aussi des cas entre guillemets plus difficiles, psychiatriques, etc., des familles. Et donc je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que préconise Isabelle. Je pense que c'est extrêmement important pour les patients de conserver ou de restaurer ces espaces transitionnels, qu'on soit pas immédiatement obligé tout de suite d'aller à l'hôpital Sainte-Anne. Parce que à tout point de vue, il y a quelque chose qui est quand même assez violent, assez brutal là-dedans. Et je pense que vraiment ce serait très bénéficiable pour tout le monde, y compris nous les professionnels, si on pouvait de nouveau s'appuyer sur ces espaces-là. Voilà. Je voudrais signaler Michel Lacorne. Je ne sais pas si on m'entend avec ce... Bon, enfin voilà, Michel Lacorne, voilà, je suis administrateur d'une association qui s'occupe de ces problèmes et je rejoins ce que vous dites. L'essentiel, c'est la prise, pour la prévention du suicide des adolescents, c'est la prise en charge
immédiate, c'est-à-dire dans les 24 heures ou 48 heures, par les psychologues, et qui entament un parcours de soins. Alors, je crois qu'au Sénat, il y a une audition le 31 mars sur ce sujet. Et des associations vont être entretenues. L'association dont je suis administrateur s'appelle l'Avita. C'est une association dont l'objet est de lever des fonds pour permettre, sans rien demander évidemment aux patients qui sont des étudiants, qui sont des collégiens, qui sont des lycéens, d'être tout de suite pris en charge par un psychologue libéral. Voilà, c'est notre objet. Donc on arrive par un réseau à faire en sorte, mais nos moyens sont limités, les moyens publics le sont, on est reconnu par la CPAM, mais nous demandons à des entreprises, à des mutuelles, à d'autres associations de nous donner des fonds pour nous permettre d'abonder les rémunérations des psychologues et de permettre une prise en charge immédiate. Très bien. L'association, je vous s'appelle l'Avita, L-A-V-I-T-A. L'Avita, c'est bien noté, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous propose qu'on clôture ce SICA. Merci beaucoup à tous de votre présence. Merci aux élus. Merci aux membres des conseils de quartier qui sont restés pour cette réunion. Voilà, merci à nos 4 intervenantes. C'est précieux de pouvoir travailler sur ce sujet. J'espère qu'on aura d'autres échanges dans un autre cadre, voilà, par la suite. Mais bon, on en a déjà. Mais en tout cas, il faut qu'on poursuive ce travail. Merci beaucoup à tous.